Avant, c'est quelque chose que j'aurais un peu renié en me disant il faut que tout le monde m'aime, il faut que je sois amie avec tout le monde, il faut que tout le monde m'apprécie. Concentre-toi plutôt sur la qualité de tes relations que sur la quantité. C'est à partir du moment où tu prends les décisions de renoncer à certaines personnes parce que tu considères que tu mérites mieux, que tu vas attirer justement les bonnes personnes qui vont te faire sentir vraiment épanouie, alignée encore une fois avec tes valeurs, tes limites. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui on est sur un épisode un petit peu particulier, un petit peu original, où je vais te partager 5 choses dont tu ne te doutes certainement pas chez moi en tout cas. Et le but ça va être de te permettre de toi aussi pouvoir avancer, pouvoir apprendre des choses comme d'habitude. Le but c'est pas de raconter ma vie sur ce podcast, c'est de raconter ma vie certes, mais que ça puisse te permettre à toi d'avancer, de tirer des leçons dans ta propre vie, dans ton propre quotidien, que tu sois entrepreneur, créatrice de contenu ou même juste dans ta vie de tous les jours. Premier point que je voulais partager avec toi, c'est le fait que je suis pas réellement sociable, ou en tout cas j'ai des comportements sociaux un petit peu chelous. Je m'explique. À travers les réseaux sociaux, tu crois connaître les gens, mais tu ne les connais jamais vraiment. Et moi, par exemple, sur mes réseaux sociaux, je suis directement moi-même, tel que mes proches me connaissent. En tout cas, c'est ce que je veux le plus possible retransmettre. C'est-à-dire que je vais être honnête, je vais être authentique, je vais être spontanée, je vais essayer d'être drôle. Enfin voilà, c'est ce que je suis dans ma vie au quotidien. Via les réseaux sociaux, on peut croire que je suis quelqu'un de très sociable, de très extraverti, etc. Et c'est pas forcément vrai, en tout cas pas au premier contact. Et du coup, je me rends compte au fur et à mesure que j'avance dans mon chemin de développement perso, dans ma vie, etc., que aussi je commence à connaître mes traumas, entre guillemets, ma peur un petit peu de l'abandon, mon besoin de plaire aux autres, etc., que je commence à les corriger, et bien plus j'avance et plus je me rends compte que je peux paraître froide au premier abord, et c'est pas forcément volontaire mais justifié parce que je fais ultra attention à mon cercle de confiance, je fais ultra attention à qui entre dans ma vie, et plus j'avance, plus aussi potentiellement je vis des trahisons, peu importe, des choses qui me plaisent pas trop avec des gens que j'ai fait entrer dans ma vie sans trop me poser de questions, et bien plus je deviens exigeante pas avec les personnes que je côtoie, mais avec les personnes que je commence à côtoyer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros les gens qui sont avec moi depuis longtemps, où j'ai 100% confiance, évidemment je vais pas les repasser au peigne fin, mais voilà, quand j'arrive dans un nouveau cercle, quand j'arrive dans un nouvel endroit, c'est un peu pour ces raisons-là que je peux paraître froide, et du coup je me suis dit que ce serait intéressant à travers cet épisode de te donner un petit peu les clés, les étapes pour te construire un cercle de confiance, pour te construire un environnement qui soit favorable et où tu n'aies pas de doute, et voilà, que tu te sentes bien et que t'aies pas besoin d'avoir 100 000 amis pour te sentir épanoui, parce qu'en général quand c'est ça ta volonté, ça veut dire que tu ne l'es pas au fond de toi. Donc la première étape, c'est de connaître tes valeurs et tes limites. Ultra important. Vraiment, c'est quelque chose que j'expérimente depuis le début d'année et c'est ultra intéressant. Mes valeurs, je les connais quand même, mais j'ai tendance à beaucoup plus les assumer maintenant, à les revendiquer et à y faire attention aussi chez les autres. Et mes limites, c'est quelque chose que je pose depuis le début d'année, mais qu'encore, voilà, en travail, si je peux dire, mais je me suis dit que c'était ultra intéressant de le partager dans ce podcast. En gros, avant de vouloir attirer des gens à toi, avant de vouloir intégrer de nouvelles personnes dans ta vie, il faut absolument que tu te connaisses toi-même. Ça paraît évident quand on le dit, mais on fait pas assez souvent ce travail de définir ses valeurs et de définir, encore une fois, ses limites. Mais restons sur les valeurs. En gros, c'est ultra important. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre, comme je te le disais, d'effectuer ce filtre un peu au peigne fin, de te dire, est-ce que cette personne-là a ces valeurs-là ? Et est-ce que du coup, c'est intéressant pour moi que je la côtoie ? Tout simplement parce que je veux qu'on arrête de penser à se faire des amis par thématique, par passion, par centre d'intérêt en commun. C'est très bien parce que évidemment très vite vous allez pouvoir tisser des liens et vous dire « Oh, on est pareil, on aime les mêmes choses », mais deux personnes qui aiment les mêmes choses n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Je t'explique. Quand on commence le dev perso, l'entrepreneuriat, on dit tous les gens qui sont pas entrepreneurs, ne les écoute pas, vire ta vie, entoure-toi de bonnes personnes, tu dois être la personne la moins intelligente de la pièce, etc., etc. Ça peut être vrai dans le business, il faut toujours avoir des gens qui t'élèvent, qui sont meilleurs que toi, mais à un moment, dans ta vie tous les jours, dans tes amis, dans ta famille, arrête de demander aux gens d'être comme toi, arrête de demander aux gens d'être exigeant envers les gens, sois exigeant envers toi-même, mais t'as pas à demander à ta famille de réussir autant que tu souhaites réussir.
réussir. Enfin voilà, chacun sa vie, chacun ses ambitions, etc. Et donc, dans ce début de chemin entrepreneurial, développement perso, on est souvent à ce niveau d'exigence et on peut se couper de certaines personnes qui au final ont les mêmes valeurs que nous, alors qu'on peut se rapprocher d'autres personnes parce que elles sont dans la même thématique, elles ont les mêmes ambitions, alors qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et en fait, c'est tricky. Pourquoi ? Parce que, comme je te disais, le lien va se créer beaucoup plus facilement quand t'as une passion en commun. Encore une fois, les valeurs sont très différentes des passions. Tu peux très bien avoir une personne qui est fan, je sais pas, de manga comme toi, et toi, ta valeur principale, c'est l'authenticité ou l'honnêteté. Prenons l'honnêteté, de toute façon, je vais y revenir. C'est l'honnêteté. Une personne qui aime les mangas n'est pas forcément quelqu'un d'honnête. Tu vois ce que je veux dire ? Il va falloir vraiment que tu prennes plus de temps pour aller s'intéresser aux valeurs profondes des gens, au-delà de la passion qu'elles peuvent partager avec toi, de la vision même qu'elles peuvent partager avec toi. Moi, je sais que, par exemple, il y a des entrepreneurs qui ont la même vision que moi, impacter beaucoup de personnes, etc., mais qui vont pas avoir les mêmes valeurs dans l'atteinte de cette mission. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront prêts à potentiellement escroquer des gens. Si, par exemple, leur objectif, c'est comme moi, faire 1 million de chiffre d'affaires l'année prochaine, eh bien, peut-être que eux n'utiliseront pas les mêmes valeurs et n'ont pas les mêmes valeurs que moi, alors qu'on a la même vision. Et donc, je pourrais pas m'entourer, sur le long terme, en tout cas, ou le moyen terme, de ces personnes, puisqu'à un moment, on aura des conflits en termes de valeurs, en termes de, moi, je suis honnête, toi, tu l'es pas, je ne veux pas continuer à avancer avec toi. Voilà pourquoi c'est ultra important de te poser ces questions-là. À la fin de cet épisode, ou même maintenant, tu mets pause et tu te demandes quelles sont les 3 valeurs les plus importantes chez moi, auxquelles je ferai super attention pour que mon entourage partage ces valeurs. C'est ultra important parce qu'en fait, des passions et tout en commun, c'est bien parce que ça t'occupe, parce que ça te fait des sujets de conversation, mais les valeurs, c'est encore le step au-dessus, et je suis convaincue qu'avoir les mêmes valeurs permet de créer des liens encore plus forts sur le moyen et long terme que d'avoir la même passion, par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que si tu fais du crossfit, tu peux pas être ami avec toute la box de crossfit, ou alors c'est que t'as un problème de manque de confiance en toi et que t'essaies d'être ami avec tout le monde. Mais moi, par exemple, dans une box de crossfit, je vais faire très attention aux personnes justement qui sont honnêtes, et donc je vais beaucoup plus me rapprocher de ces gens-là. Et aujourd'hui, mes copines, Ilo, Soso et Popo, c'est des nanas qui sont ultra honnêtes, bienveillantes, etc. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien notre amitié. Alors que il y a certaines autres personnes du CrossFit, j'ai pas d'exemple en tête, mais avec qui ça a pas matché parce que voilà, profondément, j'étais en désaccord en termes de valeurs. Et avant, c'est quelque chose que j'aurais un peu renié en me disant il faut que tout le monde m'aime, il faut que je sois amie avec tout le monde, il faut que tout le monde m'apprécie, et nanani, nanana. Concentre-toi plutôt sur la qualité de tes relations que sur la quantité. Par exemple, pour moi, l'honnêteté et la générosité, c'est des valeurs qui sont très fortes. Et donc, ce que je te propose comme exercice pour aussi poser tes limites, ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est de mettre en face de chaque valeur quelles sont les limites que tu n'acceptes pas d'être franchies. Par exemple, moi, pour l'honnêteté, ça va être, je n'accepte pas qu'on me mente. J'accepte qu'on puisse faire quelque chose qui me plaise pas forcément, mais par contre, j'accepte pas qu'on ne me le dise pas, qu'on me le cache. Et donc ça va être une des limites que je vais noter en dessous de cette valeur-là. Pour la générosité, j'ai pas forcément d'exemple, mais ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui n'accepte pas de partager les frais quand tu pars en vacances, ou quelqu'un qui est toujours, en train de se plaindre en termes de finances, quelqu'un qui est tout le temps en train d'envier les autres, et qui va jamais, être généreux avec ses proches, quoi que ce soit. Voilà, ça peut être des éléments. Ce qui peut être intéressant aussi d'en poser tes limites, c'est te demander, par rapport à cette valeur-là, dans ma vie, quand est-ce que je me suis sentie pas bien, pas en accord, que tu l'aies dit ou que tu l'aies pas dit. Et ça, c'est super important de faire ce travail. Deuxième étape, c'est d'être ouvert mais sélectif. Encore une fois, je te dis pas quand t'es entrepreneur, dans le dev perso, d'être ami avec tout le monde, mais je te dis pas non plus de fermer ton cercle et d'être seul avec toi-même et de ne plus laisser personne entrer dans ta vie parce que tu te sens trahi, parce que t'as eu un problème avec la confiance avec un ami. Ça, il faut faire très attention parce qu'encore une fois, tomber dans les extrêmes, c'est jamais bon et c'est toi qui vas payer le prix en fait de ce comportement excessif. Donc c'est ultra important d'être ouvert aux nouvelles rencontres et d'aller quand tu en ressens le besoin faire par exemple de nouvelles activités.
Moi, là, aujourd'hui, pour le moment, je me sens très équilibrée en termes de cercle parce que j'ai le mastermind, j'ai ma coach, j'ai mes copines et mon cercle de copines avec lesquelles je me sens ultra bien, mon chéri, ma famille. Aujourd'hui, je me sens équilibrée en termes sociaux et donc je vais pas aller chercher des nouveaux amis. C'est pour ça aussi que je peux paraître potentiellement froide dans des environnements que je connais pas parce que je suis pas en mode j'ai envie de plaire à tout le monde, je passe du temps de qualité avec mes potes et les autres s'ils me trouvent froide, c'est pas mon souci. Mais par contre, quand je ressentais le besoin et je me sentais seule et que j'avais envie de renouveler mon cercle, je me suis mis à faire du crossfit, je suis allée un moment en politique, voilà. Tu te forces à te remettre dans des environnements où tu peux rencontrer de nouvelles personnes. Attention, n'oublie pas l'étape 1, il faut y aller avec tes valeurs et tes limites. Et une fois que tu t'ouvres à de nouvelles personnes, n'oublie pas, moi c'est mon plus gros défaut entre guillemets, mais c'est aussi une qualité pour les personnes qui sont saines, c'est que je vais très vite, en fait si je t'apprécie, soit je t'apprécie pas, déjà il n'y a pas d'entre-deux. Et quand je t'apprécie, je vais très vite donner beaucoup, je vais très vite, avoir envie d'être généreuse, de partager des choses, des moments. Et donc, je me dis qu'il faudrait quand même que je sois un peu plus, pas méfiante, mais voilà, que je prenne un peu plus le temps de m'assurer que je me suis pas trompée sur la personne. Parce que malheureusement, les premières impressions, je suis convaincue, ne sont pas toujours les bonnes. Contrairement à ce qu'on peut dire. Donc voilà, moi, mon propre conseil, ce serait d'attendre un petit peu avant de directement faire rentrer des gens dans mon cercle. Parce que autant il y a des gens, je calcule pas, et autant il y en a d'autres que je calcule et donc je vais très vite intégrer. Parce que aussi, je pense que j'ai cette peur de l'abandon qui fait que moi, dans un groupe, j'aimerais bien être rapidement intégrée. Du coup, je le fais avec d'autres gens, alors que je les ai pas forcément encore pris le temps de les connaître à fond et je peux faire très vite confiance et donc ça peut me griller. Donc voilà, prends le temps. Troisième étape, évalue les actions et pas seulement les paroles. Tu vois, il y a des gens qui vont énormément parler, mais par contre, quand t'as besoin d'eux, il y a plus personne. Ou tu vas leur proposer des trucs, ils vont te dire oui, non, je suis pas dispo, mais on se refait ça vite, ils vont jamais rien te reproposer derrière. Et c'est tout le temps toi qui vas chercher les gens et machin. Moi ça je supporte pas, déjà j'ai pas le temps, en fait c'est horrible, mais j'ai pas le temps. Donc aujourd'hui tous mes amis sont des amis qui vont pas forcément m'en vouloir si je suis pas dispo ou si je donne pas de nouvelles. Mais par contre quand on va se voir, je sais que ça aura rien changé. Ça c'est mes amis actuels. Sinon les autres, forcément on s'est éloigné parce que c'est pas moi qui vais prendre des nouvelles parce que j'ai pas le temps. Et par contre, quand j'ai une opportunité pour qu'on se voit, ça me fait trop plaisir et là je prends des nouvelles, je m'intéresse à toi en physique. Mais à distance, j'ai énormément de mal. Moi je suis pas quelqu'un qui appelle les gens. Je déteste les appels. Donc je vais pas t'appeler, te demander comment ça va depuis le temps, qu'est-ce que tu fais, nanana. Au-delà de l'aspect j'ai pas le temps, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas ma prio. Quand je suis dans mon quotidien, j'ai des priorités, je suis dans le moment présent et par contre quand je vais être avec toi, je vais être dans le moment présent et je vais m'intéresser à toi profondément. Mais du coup voilà, il faut faire cette nuance. Mais par contre, si tu me proposes un truc que je suis pas là et que j'ai vraiment envie de te voir et que je suis vraiment pas là pour les bonnes raisons et que c'est pas une excuse, eh bien je vais te reproposer derrière parce que moi je détesterais qu'on ne le fasse pas pour moi. Je considère que quand tu dis non à quelque chose, si t'avais vraiment envie, tu reproposes quelque chose derrière. Bref, encore une fois, identifie ce qui est propre à toi, mais juge plus les actions que les paroles. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, par message, etc., c'est très facile de mettre plein de cœur, d'être très enjoué, de t'adorer, nanana. Mais si dans la réalité des choses, t'as pas ces signes-là, dis-toi bien que la personne, elle doit faire ça avec tout le monde et que malheureusement, elle en a pas quelque chose à faire de toi. Moi, ça m'est arrivé. En fait, encore une fois, comme j'ai ce truc d'affection, etc., j'ai pu, sur certaines entrepreneuses, me dire « Ouais, on est trop copines, ça va être trop bien quand on se voit et tout. » Et au final, me rendre compte que quand on se voit, je suis quelqu'un parmi d'autres et il n'y a pas forcément de lien affectif alors que par message, j'avais eu cette impression-là. Donc très vite, je me suis dit « Ok, calme-toi, les réseaux sociaux, c'est bien. » Mais c'est pas forcément représentatif de la réalité, en tout cas pas avec tout le monde. Moi je sais que si je suis très friendly avec quelqu'un par message, je le serai dans la vraie vie. Par contre, je vais pas être friendly avec n'importe qui au bout de 2 jours de messages sur les réseaux sociaux. Et je sais que malheureusement il y a des gens qui sont comme ça et qui le sont pas forcément dans la vraie vie. Donc encore une fois, attention, encore plus avec les réseaux, aux paroles. Valoriser les actions. 4e étape qui est un peu liée, c'est d'établir des relations mutuellement bénéfiques. Encore une fois, moi j'ai tendance j'en parlais avec Ophélie, ma coach, là hier d'ailleurs. C'est trop marrant parce qu'à chaque fois que je fais un coaching avec Ophé, ça me donne encore plus d'idées pour mon épisode de podcast alors qu'il est déjà prévu et qu'il est déjà écrit. Vraiment, bref. J'adore. Mais du coup, on a parlé de ça, du fait que moi j'ai tendance très vite à déséquilibrer la relation en donnant beaucoup. Et du coup, les personnes saines vont essayer de rééquilibrer en donnant aussi beaucoup, mais
c'est un peu un rapport forcé et elles se sentent un peu redevables alors que moi c'est pas du tout mon but à la base. Et les personnes malsaines vont à l'inverse prendre encore plus et donc moi je vais donner encore plus et elles vont prendre et je vais pas me rendre compte qu'elles prennent. Une relation équilibrée, saine, c'est quand tu donnes autant que ce que tu reçois. Et voilà, après c'est à toi de définir à quel point c'est vrai, mais encore une fois, quand tu te sens pas bien dans une relation parce que t'as l'impression que tu donnes énormément et que la personne en face ne fait rien, ça dégage. Encore une fois, malheureusement, les premiers temps de la relation, c'est quand même représentatif de la suite. Donc la première impression n'est pas forcément la bonne, mais en revanche, les premiers mois sont les bons selon moi. Donc suis ton intuition, et si tu sens que tu te sens mal à l'aise dans une relation, arrête de forcer. T'as pas besoin de ce pote, t'as pas besoin de cette nouvelle connaissance. Tu penses peut-être en avoir besoin parce que t'es dépendante affective, parce que t'as peur de l'abandon, etc. Mais c'est pas vrai. Et en fait, le temps que tu passes à essayer d'entretenir une relation qui est pas saine pour toi, est du temps perdu que tu pourrais investir dans une relation plus saine et où tu pourrais attirer des gens plus sains si tu te comportais comme quelqu'un de sain qui met fin à une relation dans laquelle elle est pas bien. 5e étape, comme je te le répète dans les derniers épisodes et comme je viens de te le dire, c'est fais confiance à ton intuition. Encore une fois, moi j'ai trop eu tendance à faire taire cette petite voix au fond de moi parce que je me disais mais c'est toi le problème, tu penses ça mais peut-être que c'est pas vrai et nanani et nanana et au final là, de ces derniers mois, toutes les intuitions que j'avais eues à la base étaient bonnes. Et donc, en fait, de jour en jour, j'apprends à suivre mon intuition et à arrêter de m'excuser, me dire que j'ai le droit de me faire confiance et que j'ai souvent raison, que je me trompe rarement à ce niveau-là et donc que c'est un super pouvoir et il faut que je l'assume tout simplement. 6e étape, c'est de communiquer honnêtement et ouvertement. Tu as le droit, et encore une fois, c'est un conseil que je me donne aussi à moi-même à travers cet épisode, t'as le droit de ressentir des émotions, t'as le droit de les partager, t'as le droit de communiquer dessus et en fait, encore une fois, ce processus te permettra de voir le vrai visage de la personne en face. Moi, j'ai trop tendance à nier le conflit, à me dire c'est ma faute, nanana, on arrête là, à pas rentrer dans le conflit et à me dire que si je partage mes émotions, c'est le début d'un conflit alors que c'est pas du tout vrai. Mais parce que j'ai eu tendance à avoir des gens en face de moi qui sont pas sains et qui donc voient le conflit, les émotions, etc. comme quelque chose de négatif, comme une attaque, comme une alerte, et donc se mettent en mode alerte et donc me rentrent dedans et conflit et machin. Et moi aujourd'hui j'ai plus le temps et l'énergie pour avoir des conflits. Donc ça c'est à la fois un conseil pour se sentir mieux et évoluer dans une relation saine, mais aussi un conseil pour voir si la personne en face de toi est saine ou pas. Si la personne en face de toi te nomme responsable de ressentir des émotions, te victimise, se fout de ta gueule, te dit que c'est pas vrai, que t'as tort, que machin, attention, alerte rouge, fais très attention à toi. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, je pense, à exprimer mes émotions. C'est qu'à chaque fois, elles m'étaient renvoyées dans la gueule parce que les personnes que j'avais en face de moi étaient pas forcément saines et ne savaient pas communiquer, etc. Donc, en fait, mon conseil maintenant, c'est vraiment de le faire. Peu importe comment la personne réagit en face de toi, c'est pas ton problème, c'est pas ta responsabilité, mais toi, t'auras dit les choses. Et souvent, tu vois, dans les relations saines, moi, je reprends l'exemple de mes copines, maintenant, quand il y a quelque chose qui nous plaît pas forcément, au lieu de le garder pour nous, on va le dire. Et on sait que c'est pas parce qu'on dit que ce mot-là, ou cette phrase-là, ou ce comportement-là nous a pas plu, qu'on blâme la personne, qu'on veut plus être ami avec, que nanana. Par contre, on sait que du coup, on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce que certaines personnes aiment, ce que d'autres n'aiment pas, comment elles se sentent dans ces moments-là et tout. Et du coup, notre relation évolue aussi au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître et qu'on se dit les choses. Si tu n'es pas honnête, si tu gardes tout pour toi, dis-toi bien que les gens sont peut-être dans ton cercle sans vraiment te connaître. Et ça, c'est encore pire que tout. Donc, n'hésite pas une fois de plus et ça te permettra de voir qui t'as réellement en face de toi. 7e et dernière étape, au final, j'aurais pu faire un épisode juste là-dessus, c'est sois toi-même. Encore une fois, si tu es dans un cercle de confiance, tu n'as pas à te rabaisser pour faire plaisir à certaines personnes, t'empêcher de briller, etc. Ça, c'est très commun chez certaines femmes, notamment chez mes clientes et tout. Elles se sentent pas légitimes et elles se rabaissent dans leur cercle alors que c'est censé être un cercle de confiance, c'est-à-dire que tu peux être 100% toi-même. Elles ont peur d'être jugées, etc. Si t'as peur d'être jugée, ça vient peut-être de toi et donc parle-en aux autres. Est-ce que si je fais ça, comment tu réagirais? Ça se trouve, les gens vont te dire j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux et je te soutiendrai. Et là, tu te diras en fait, c'est moi qui me fais des films. Ça, c'est tout à fait possible, première situation. Deuxième situation, peut-être que tu te fais pas de film et que les gens te jugent vraiment et dans ce cas, il faut que tu te barres très vite. Très, très, très vite. La pire des situations dans un cercle qui est censé être de confiance, c'est des gens qui te jugent.
qui te sabotent, qui n'apprécient pas ce que tu représentes parce que ça reflète leurs propres insécurités. Ça, il faut fuir très très vite. Ça va t'empêcher de grandir, ça va t'empêcher d'évoluer, ça va t'empêcher d'être toi-même et donc de réussir parce que tu ne peux pas réussir si tu n'es pas toi-même. Encore une fois, l'exemple de mes copines, c'est la première fois de ma vie et encore une fois, mes copines dont je te parle là, c'est pas mes copines entrepreneurs, c'est des copines qui ont rien à voir avec le business. Et pour l'instant, je sais que là, j'ai des copines du coup qui vont se lancer et tout, donc ça me fait encore plus plaisir. Mais à l'origine, vraiment rien à voir. Le business en ligne, c'est très loin de leur quotidien. Et ça ne n'empêche pas qu'elles me soutiennent de ouf. Vraiment, je suis ultra contente. Elles écoutent certains de mes épisodes de podcast. Quand j'ai fait mon chiffre d'affaires, là, elles me demandaient tous les jours combien t'as fait de ventes et tout. C'est ultra, ultra, ultra puissant. Et au début, je me disais, non, mais c'est normal que les gens, ils en aient rien à faire parce que de toute façon, ils comprennent pas trop ce que je fais et tout. En fait, il y a des gens qui comprennent pas, mais qui vont s'intéresser s'ils t'apprécient vraiment. Moi, aujourd'hui, mon business, c'est 70% de ma vie. Donc comment je pourrais me dire que mes meilleures amies, elles en ont rien à foutre de ce que je fais, elles comprennent pas ce que je fais, elles cherchent pas à comprendre. C'est pas possible. Donc arrête aussi de te dire c'est normal, c'est moi le problème. Non. Si ça va pas, si ça te convient pas, tu changes. Et ça veut pas dire que tu pourras pas trouver mieux, au contraire. C'est à partir du moment où tu prends les décisions de renoncer à certaines personnes parce que tu considères que tu mérites mieux, que tu vas attirer justement les bonnes personnes qui vont te faire sentir vraiment épanoui, aligné encore une fois avec tes valeurs, tes limites. Voilà, c'était une grosse partie, mais je pense que c'était ultra intéressant. Deuxième secret, on passe du coq à l'âne dans cet épisode, j'adore. Deuxième chose que tu ne soupçonnes peut-être pas chez moi, c'est que je suis une couche-tôt et une nana du matin. Attention parce que ça dépend des périodes de l'année, j'avoue qu'en ce moment je suis pas trop du matin, mais bon je suis plus quand même du matin que du soir. Genre moi travailler le soir c'est presque mission impossible pour moi. Si je dois me forcer pour le faire et que je me dis ok je le fais c'est exceptionnel, ok je le fais, mais genre tous les jours de ma vie, si je dois choisir, je préfère travailler le matin. Peut-être que ça évoluera. Je suis une couche-tôt aussi parce que vraiment là ça fait 2 jours que je me couche à 22h et je revis. Genre le matin je suis en pleine forme alors que d'habitude non, mais la semaine dernière, par exemple, je me suis couchée à minuit tous les soirs. Genre, chez moi, c'est l'enfer de faire ça. Et du coup, je suis flinguée. J'ai une dette de sommeil énorme. Je me réveille, je suis fatiguée. Enfin, vraiment, l'enfer. Et moi, vraiment, mon sommeil conditionne ma réussite, conditionne mon bonheur, conditionne mon humeur tout au long de la journée. Vraiment, c'est insane. Si je dors mal, je suis insupportable. J'ai rien envie de faire. Je suis pas productive. Tu vas me dire que ça paraît logique, mais en fait, il y a trop de gens qui négligent à balle leur sommeil. Et il y a trop de gens qui se disent aussi, ouais, quand t'es entrepreneur, il faut dormir 5 heures par nuit, parce que de toute façon, t'as pas le temps. Il faut te lever à 5 heures du mat, et donc si t'as pas le temps de te coucher à 22h, bah tant pis, tu dormiras que 5 heures. Mais et où on se calme, on dose. Le sommeil, c'est la vie, et c'est la clé sur le moyen et long terme. Si tu veux te mettre mal et délaisser ton sommeil, je suis désolée de te dire que tu vas pas tenir longtemps. Et on n'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour tenir sur le court terme, péter des objectifs et être cramé dans 1 an. C'est pas le but. Et de toute façon, tu le sais, mais je préfère le rappeler quand même, cet épisode, c'est vraiment des piqûres de rappel sur des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Donc se coucher tôt, évidemment, améliore la qualité du sommeil. Et moi, je le ressens énormément quand je me couche à 22h. Si je dors 7 heures, je dors beaucoup mieux que si je me couche à minuit et que je dors 7 heures. Mon sommeil de 22h à minuit, j'ai l'impression que c'est radical. Comment ? Genre, si je me lève à 4 heures, je serai beaucoup plus en forme que si je me couche à minuit et que je fais 10 heures de sommeil, tu vois. C'est impressionnant à quel point ma qualité de sommeil est améliorée quand je me couche tôt, parce que j'ai l'impression que ces 2 premières heures sont vraiment ultra plus qualitatives que si je me couche plus tard. Le sommeil long aussi te permet de réduire ton stress. En fait, ça baisse ton taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça te permet, de faire un espèce de reset. C'est Ophélie, encore une fois, qui me disait ça. Ça te fait un reset, et normalement, quand tu te réveilles, si t'as fait une bonne nuit avec plusieurs heures de sommeil profond, tu n'es plus censé avoir les émotions de la veille. C'est vraiment une sorte de reset. Et c'est pour ça que c'est ultra important aussi les premières actions que tu fais dans ta matinée. Ça renforce aussi le système immunitaire et finalement ça améliore la capacité de concentration, la productivité, chose très importante chez nous, entrepreneurs ou en tout cas personnes qui veulent réussir. Troisième chose que tu ne soupçonnes peut-être pas chez moi, si tu ne fais pas partie de mon entourage, de mes proches, de mes équipes, etc., c'est que mes principaux langages de l'amour sont les cadeaux et les services rendus. Et ça, encore une fois, c'est Ophélie qui m'a fait découvrir cet aspect, en gros, de, je sais pas comment on peut dire, psychologie sociale, bref.
c'est qu'il y a 5 langages de l'amour. Donc je vais évidemment te les partager dans cet épisode et tu pourras voir à peu près lesquels sont les plus importants chez toi. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois d'apprendre à se connaître à travers ce concept, mais c'est aussi d'apprendre à connaître les autres et d'essayer d'identifier les langages de l'amour des autres, de tes proches, etc., pour mieux comprendre aussi leurs réactions et pour mieux comprendre les signes d'amour qu'ils peuvent t'envoyer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si par exemple ton conjoint, vous n'avez pas le même langage de l'amour, toi tu vas être là en mode « oui, mais il me fait pas de cadeaux parce que ton langage de l'amour c'est les cadeaux, donc il m'aime pas ». Alors que lui, son langage de l'amour c'est peut-être les services rendus ou le toucher physique. Et donc quand il te fait des papouilles, pour lui c'est un signe d'amour, alors que pour toi ce serait pas ça, par exemple. Donc c'est ultra important d'apprendre à connaître aussi, et encore plus que les tiens je pense, d'apprendre à connaître les langages de l'amour des autres. Et c'est un exercice que tu peux faire en listant les 5 avec ton conjoint et en lui demandant qu'est-ce qui te parle le plus, en tout cas selon toi qu'est-ce qui est le plus fort pour représenter l'amour. Et donc là tu pourras identifier et comprendre à quel point l'autre, sur certains comportements, te prouve son amour et que toi, tu le vois peut-être même pas. Et ça peut être aussi ultra intéressant, justement, quand tu cherches l'amour ou quand tu cherches des amis, entre guillemets, de connaître le tien et de te rapprocher potentiellement de gens qui ont le même, puisque ça va être beaucoup plus fluide dans la relation et dans la preuve d'amour. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire, il faut juste apprendre à connaître l'autre, et même si quelqu'un n'a pas forcément le même langage de l'amour que toi, c'est ok. Je te cite les 5. Il y a les paroles valorisantes. En gros, je vais pas t'apprendre ce que c'est, quand tu dis que t'es fière de la personne, t'es belle, nanana, enfin voilà, ça passe par les mots. Deuxième langage, c'est les moments de qualité, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir valorisées et aimées quand tu passes du temps avec elles, pleinement, en faisant des activités par exemple, enfin peu importe. Troisième, c'est les cadeaux. Comme je te disais, recevoir des cadeaux ou offrir des cadeaux, c'est un langage de l'amour chez certaines personnes. Quatrième, c'est les services rendus. Et cinquième, c'est le toucher physique. Je vais pas t'expliquer ce que c'est, mais voilà, c'est intéressant d'identifier ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai les 5 très forts chez moi, mais j'avoue que pour montrer mon amour, j'utilise plutôt les cadeaux. C'est vraiment, je peux pas aller chez quelqu'un sans amener quelque chose, même sans qu'il y ait un événement. Je peux pas aimer un minimum quelqu'un sans lui faire offrir un petit quelque chose pour son anniversaire. Pour exprimer ma reconnaissance envers mes équipes, je vais faire aussi beaucoup des cadeaux. Peu importe, mais je suis allée à New York, j'ai ramené un cadeau à Valentine, alors que ça faisait 1 mois qu'elle était alternante chez moi. Pour l'anniversaire de Manon, je lui ai fait un cadeau aussi. Enfin, c'est des trucs, chez moi c'est très fort, cette notion de cadeau, parce que je trouve ça encore plus personnel que si je leur proposais une augmentation, ce qui est possible et ce qui est pas le même objectif et la même raison, mais il y a certaines personnes qui vont préférer offrir de l'argent à quelqu'un pour qu'il s'achète quelque chose qui lui plaise. Moi, je préfère passer du temps à réfléchir à qu'est-ce qui ferait plaisir à la personne et donc lui offrir le cadeau. J'offre pas des cadeaux pour dire j'ai de l'argent, tiens, vas-y. Non, c'est plus pour dire j'ai passé du temps à réfléchir à ce qui te ferait plaisir. Et du coup, je suis contente quand je te l'offre que tu sois contente parce que ça veut dire que je te connais, que je me suis pas trompée et que on a un lien entre nous qui fait que je sais ce qui va te faire plaisir. Et j'ai aussi pas mal les services rendus, c'est-à-dire que dès que je vais voir que je peux aider quelqu'un, je vais le faire sans attendre quelque chose en retour. Que ce soit pour ma famille, mes amis, s'ils ont besoin de quelque chose, je vais toujours proposer mon aide. Voilà, donc c'est important pour toi et pour les gens qui t'entourent de connaître leur langage de l'amour pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir aussi te dire, si mon conjoint, en fait, son langage de l'amour, c'est pas les cadeaux, c'est le temps de qualité, ok, je vais quand même lui faire des cadeaux parce que ça me fait plaisir, mais je sais que lui, ça va pas être ça qui va faire qu'il va se sentir aimé. Donc, je vais passer des moments de qualité, lui proposer, au lieu de lui acheter, un iPhone, je vais lui dire, viens, on va à Disney. Tu vois, c'est con, mais en fait, c'est aussi savoir que ce qui te ferait plaisir à toi ne fait pas forcément plaisir aux autres, en tout cas pas à la hauteur de ce que tu aimerais. Donc, encore une fois, c'est pas parce que moi, c'est les cadeaux, que si j'apprends qu'une autre personne, c'est pas forcément ça qui lui fait plaisir, il faut pas que je change un petit peu aussi mon langage de l'amour pour transmettre mon amour et qu'il soit reçu en échange. J'espère que c'est clair, mais voilà. Moi, quand j'ai découvert ce concept et cette notion, ça a été ultra puissant pour moi, pour encore une fois apprendre à me connaître et connaître les autres. 4e secret, un petit peu plus léger, c'est que le seul programme télé que je regarde et dont je suis fan, c'est The Voice. Attention, il y a aussi maintenant Qui veut être mon associé, mais Qui veut être mon associé, c'est pas du repos, c'est pas du divertissement. Je le fais un peu en rapport avec mon travail.
Mais le divertissement, le seul truc que je regarde à la télé, c'est The Voice. Je trouve ça trop drôle. Pas The Voice, mais trop drôle que je dise ça dans mon podcast. Mais voilà, c'est vraiment un moment qui me fait du bien, où je déconnecte à 100%, où je ressens des émotions à travers la musique. Je suis pas sensible à la musique spécialement, mais je suis ultra sensible aux histoires en fait. Tu sais, il y a toujours machin qui a perdu son frère et qui vient chanter une chanson pour son frère. Bah ça, tu peux être sûr quand t'entends ça à The Voice sur TF1 que moi je suis derrière mon canapé en train de chialer, ma race. Et ça me fait du bien. Ça me fait aussi me reconnecter aux vraies choses. Ça me permet de me dire, ok, en fait, ton problème de compta d'hier, on s'en bat les couilles parce que j'ai toujours ma sœur avec moi et que c'est le plus important, tu vois. Ça me permet aussi de me reconnecter à ces choses-là sans me créer des émotions anxiogènes qui peuvent être transmises par la télé sur d'autres programmes. Et c'est ce que je voulais te partager aussi à travers ça. C'est que, encore une fois, j'apporte des nuances dans ce podcast parce que je sais que quand tu commences dans le dev perso, tu peux être très extrême dans ces histoires de télé, de machin. On te dit, à juste titre, qu'il faut arrêter de regarder la télé quand tu entreprends parce que t'as pas le temps, parce que c'est de la perte d'énergie et parce qu'il faut travailler. Donc ça voudrait dire que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut absolument ne plus avoir de divertissement. Ne plus avoir de moments où vraiment tu ne fais rien et ton cerveau est en pause. Et ça, c'est ultra nocif. C'est exactement l'inverse de la réussite sur le moyen et long terme. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à avoir ce système de pensée-là quand j'étais en prépa, parce qu'en fait, quand t'es en prépa, t'as tellement de taf que même quand tu travailles pas, tu te dis, faut que j'optimise mon temps. Et comme t'as besoin quand même de relâcher un peu et que tu peux pas être 24/24 le nez dans tes bouquins, tu te dis, je vais regarder une série sous-titrée anglais ou en anglais sans sous-titres. Je vais regarder YouTube, mais par contre, je vais regarder une vidéo de géopolitique. Enfin voilà, chaque moment qui est censé être un moment de pause ne l'est pas vraiment en fait parce que t'essaies d'optimiser. Et ça se retrouve souvent chez les entrepreneurs, c'est-à-dire que ils vont aller marcher, ils vont mettre un podcast business dans leurs oreilles. Ils vont lire un livre de business ou de développement personnel. Ils vont regarder un film, ça va être un documentaire sur le temps d'écran. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui ont toujours un intérêt derrière. Ils vont regarder YouTube, encore une fois, ils vont regarder une vidéo sur comment j'ai fait pour atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, comment percer sur Instagram, enfin voilà. Toujours en se disant, il faut que ça me serve. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait réussir à exploser, c'est à partir du moment où j'ai compris que mon cerveau a le droit d'être off. Et c'est là où tu retrouves ta créativité, donc c'est ultra important. Voilà pourquoi je considère que il faut faire très attention. En revanche, c'est vrai que j'ai arrêté de regarder la télé. Je regarde Netflix, donc ça, c'est pour ça que je te dirai jamais arrête tout divertissement. Je regarde des séries Netflix et j'adore ça et ça me fait un temps de pause et c'est indispensable quand tu commences à avoir des responsabilités, sinon tu pètes un câble et tu vas droit vers le burn-out. En revanche, je regarde plus la télé. Pourquoi ? Pas parce que je me dis je perds du temps, mais parce que c'est anxiogène pour moi. Les infos, les gens qui ont BFM qui tournent toute la journée dans leur maison, mais vous avez un pet au casque, c'est pas possible. Genre, je suis désolée, mais comment tu peux te pourrir l'esprit chaque seconde de ton temps en fond, là, comme ça? Vous aimez vous faire du mal. Enfin, je sais pas, toute la journée, t'entends qu'il y a machin qui a tué sa fille, qu'ils ont retrouvé un bébé dans le congèle, que c'est la guerre. Évidemment, faut pas nier certains problèmes géopolitiques, mais c'est pas sur BFM que tu vas être la mieux renseignée sur certaines crises mondiales, je suis désolée. Mais tu vas entendre, c'est la guerre, tu vas entendre la politique machin, tu vas avoir des experts de rien du tout qui vont se faire passer pour des experts de tout, qui déblatèrent, qui débattent, qui s'engueulent. Enfin, je pense que les gens qui m'écoutent, c'est peut-être pas votre situation, donc tant mieux, mais par contre, si tu continues à écouter les infos sur des chaînes bidons, à te pourrir l'esprit avec des touches pas à mon poste, des télé-réalités et tout, mais tu te crames le cerveau sans te rendre compte, je suis désolée. Et attention, je dis ça parce que moi, j'ai fait une overdose. Tu le sais, normalement, si tu m'écoutes dans le podcast, j'ai fait de la politique et j'ai travaillé à Canal+. Donc, touche pas à mon poste, c'était mon quotidien, j'allais sur les plateaux de Cyril Hanouna, etc. J'ai regardé pendant des années, tous les soirs, touche pas à mon poste quand j'étais au lycée. Mais c'était quand même moins extrême à l'époque, je trouve. Et quand j'étais en politique, je me tapais les débats politiques absolument à chaque fois. J'avais les notifs, pas de BFM, des trucs un peu mieux, mais des infos toute la journée. Quand j'étais en prépa, il fallait absolument que je suive toute l'actu parce que dans l'école et tout, fallait qu'on soit au courant de tout ce qui se passe en termes de politique, de géopolitique, etc. Donc je me suis cramé le cerveau de ce genre de trucs qui en fait, sur lesquels je n'avais pas de contrôle. Donc je me suis retrouvée complètement frustrée à me dire je suis pas heureuse dans ma vie pour des choses que je peux pas contrôler, pour des raisons extérieures.
Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser au dev perso, à l'entrepreneuriat, je me suis dit c'est complètement pas cohérent avec ce que je veux faire. Donc je vais développer, tracer ma route, et quand je pourrai avoir un impact financier, médiatique, peu importe, là, je pourrai défendre des causes qui m'intéressent vraiment, et ce qui fait que je me suis engagée en politique à la base. Mais moi-même, à l'époque, j'avais aucun pouvoir et ça me grillait le cerveau et ça me pourrissait la vie de jour en jour. Donc je ne supporte plus la morosité ambiance des médias. Je choisis mes divertissements, parce que pareil, la télé t'impose un peu ce que tu regardes, ce qu'ils disent et tout. Aujourd'hui, avec Netflix, je choisis ce que je veux regarder. Je choisis aussi les émotions que je veux ressentir, c'est-à-dire que je ne regarde plus du tout de trucs meurtriers, de sang, de machin, parce que ça m'angoisse et que j'ai pas le temps d'être angoissée en fait. J'ai pas envie de me créer moi-même des émotions d'angoisse en regardant des trucs qui me font flipper et tout. Enfin voilà, c'est mon choix. J'aime pas me sentir comme ça et donc je choisis des divertissements qui sont soit intelligents avec des répliques, des trucs comme Suits par exemple, j'adore, comme Sherlock, qui peuvent être un peu glauques mais où il y a quand même les personnages qui font que le niveau est relevé. Ou alors des trucs complètement divertissement, girly, des Gossip Girl, des trucs, les demoiselles du téléphone, machin, ce genre de trucs qui me fait kiffer. Mais donc je choisis, je suis maître de mon divertissement, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu regardes la télé. Et troisièmement, je regarde aussi, au-delà de Netflix, je regarde de plus en plus YouTube, et encore une fois je choisis. Et je suis très consciente de ce que je regarde sur YouTube. C'est-à-dire que je laisse pas défiler les vidéos les unes et les autres, machin. Je laisse pas l'algo YouTube choisir ce que je veux regarder. C'est que je me dis, ok, comment je me sens ? À quel moment je suis dans ma semaine ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Par exemple, le midi, j'ai envie, souvent, de regarder des vidéos qui vont m'apprendre des choses. Donc c'est là où je vais regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, sur le business, sur le résumé d'un livre business, etc. Des choses qui vont vraiment m'aider dans mon biz, m'inspirer, me donner des idées. D'autres moments où je veux juste être dimanche et ne pas penser à mon biz, je vais regarder des Squeezie, des McFly et Carlito, chose que je ne faisais jamais avant. Et ça, indirectement, ça m'aide quand même parce que ça me permet de m'inspirer, de regagner en créativité et aussi de me dire à quel point c'est possible de faire de grandes choses comme ça sur YouTube. 5e et dernier secret, c'est que j'écoute mes propres épisodes de podcast. Je trouvais ça super intéressant à partager. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas forcément les coulisses des créateurs de contenu. Je pense pas que tout le monde soit comme moi. Je pense que j'ai quand même un côté d'ego. Genre, je me kiffe, mais je l'assume parce que je sais plus qui disait ça, mais en fait, si on se kiffait pas un peu, on serait pas sur les réseaux sociaux, on serait pas en train de se montrer toutes les semaines, en train de montrer notre vie. À un moment, je trouve que quand t'es créateur de contenu, c'est que tu te kiffes un peu. En revanche, il y a des gens qui n'aiment pas du tout s'entendre, qui n'aiment pas du tout se regarder, même en étant créateur de contenu. Ça, je trouve ça un peu chelou, mais passons, au début, c'est normal, moi, je pouvais pas me voir, pas m'entendre. Aujourd'hui, je peux encore pas me voir sur la 90% des épisodes. Je me trouve chum et tout, mais c'est juste que je me détache de ça et je me dis, de toute façon, je suis pas là pour être belle, je suis là pour être impactante, percutante et inspirante. Donc, je m'en fous d'être belle ou pas et donc, je passe à autre chose et voilà. Je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je me montre si je veux réussir, donc peu importe comment je me trouve, de toute façon je peux pas me changer. Et au fur et à mesure que je me suis dit ça, j'ai aussi appris de plus en plus à aimer mon image, ma voix, etc. Au début, je n'avais pas le choix que de m'écouter et de me regarder puisque je faisais mes propres montages, donc forcément je me tapais des heures et des heures à m'écouter et à me regarder. Aujourd'hui, si je le voulais, je pourrais ne plus du tout suivre mes épisodes puisque j'ai un podcast manager qui gère l'intégralité du podcast, donc quand je mets off sur la caméra, je peux ne plus m'en occuper jusqu'à temps qu'ils soient postés et même après. Au final, je continue à écouter mes épisodes, du coup je les écoute quand ils sortent le lundi. Déjà pour être sûr que la délégation se passe bien, qu'il n'y a pas d'erreur, pour quand même avoir un espèce de suivi. Aussi pour optimiser les prochains épisodes, me dire ok à quel moment je pense que j'aurais pu ajouter quelque chose, à quel moment, pour ressentir ce que ressentirait quelqu'un qui m'écoute en m'écoutant. Mais aussi, et troisième raison que tu vas peut-être apprécier, peu importe, c'est que, comme je te le disais, j'ai lancé mon podcast parce que j'ai pas trouvé de podcast francophone, qui me permettait d'être 100% régulière, 100% pas forcément d'accord, parce que t'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis pour m'écouter, mais voilà, dans le mood que j'avais envie d'écouter, qui dit des choses qui sont pas bidons, etc. Et donc, comme je trouvais pas de podcast full valeur ajoutée, assez sympa, dynamique, honnête, pas prise de tête en France, je me suis dit, je vais le lancer.
Et donc, je suis ma première auditrice. Je suis ma première fan, entre guillemets, parce que ce que j'ai créé, je l'ai créé pour moi à la base, en me disant, il y a un besoin, j'ai besoin de ça, et donc si moi j'en ai besoin, d'autres personnes en auront besoin. Et je suis convaincue que c'est aussi pour ça que le podcast réussit. Et donc chaque lundi, j'écoute mon podcast aussi pour me remotiver, aussi pour me remettre dans un bon mood, pour me faire mes propres piqûres de rappel, etc., etc. Donc ça, je trouvais ça intéressant de te le partager, de te dire, bah voilà, je suis un peu narcissique, j'écoute mes propres épisodes, mais ça me sert aussi, et c'est aussi ça la beauté de la création de contenu, c'est de faire principalement des choses qui te font kiffer toi. Et aujourd'hui, à travers le podcast, c'est vraiment ma mission, et je suis vraiment contente que ça puisse parler à autant de monde. Et d'ailleurs, ce sera le sujet du prochain podcast, puisque je te partagerai absolument tous les chiffres. Je ferai un petit bilan du podcast pour que, encore une fois, tu puisses avoir les coulisses, parce que moi, j'aurais aimé, quand j'ai lancé mon podcast, savoir ce que je vais te dire dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc je te dis à la semaine prochaine, gros bisous ma queen.